Est-ce que je me permets d'intervenir Oui. parce qu'on va bientôt terminer. J'aimerais également qu'on ait des questions de la salle. Juste une question. Il me semble qu'en Autriche, c'est les mêmes systèmes que l'Allemagne, sauf que la répartition justement fiscale, Oui. le fléchage est décidé de Vienne en fait. Alors que en Allemagne, même si dans le pot commun, j'ai l'impression que les lenders allemands ont plus de possibilités de décider de ce qu'ils vont en faire réellement. Euh, oui, alors il y a une véritable autonomie en matière de dépenses. C'est-à-dire que les lenders gèrent eux-mêmes, en toute responsabilité, l'utilisation des fonds dont ils bénéficient. Ça, c'est très clair, puisqu'il y a vraiment une indépendance des lenders qui est très forte. Il n'y a pas de véritable pouvoir hiérarchique, normalement, de l'État fédéral sur les lenders. Donc c'est vraiment l'exception que l'État fédéral doive finalement exercer un pouvoir sur les lenders, mais d'une manière générale, ça fonctionne de manière très coopérative. Donc le conflit entre les deux niveaux de gouvernement est quasiment un cas d'hypothèse, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres domaines sur la subsidiarité où il y a vraiment... comment est-ce qu'ils font? Par exemple, je crois savoir que pour les dates de vacances en Allemagne, les dates de vacances scolaires, c'est chacun qui décide, mais comment est-ce qu'ils font pour justement trouver un moyen de se répartir le moment des vacances scolaires, par exemple? Ils s'arrangent entre eux, c'est-à-dire que c'est toujours l'Allemagne, ça fonctionne de manière très coopérative et très consensuelle, hein. C'est-à-dire qu'il y a une division des tâches entre les niveaux et entre les lenders, mais finalement, ils n'arrêtent pas de coopérer et de travailler ensemble. Ça pose pas de réels problèmes. Et ma dernière question avant de passer la parole à la salle, euh, le gros problème du système allemand, c'est qu'il y a des élections en permanence, Oui. qui influent la politique nationale. On le voit bien avec les élections en Bavière, où il y a eu des tensions au sein du gouvernement, en partie du fait que la CSU, donc le parti frère de la CDU, qui est présent en Bavière, avait besoin justement peut-être d'avoir un discours un peu plus fort sur les questions des migrants avant les élections de la semaine prochaine. Euh, comment est-ce que justement quels sont les autres problèmes? Parce que souvent c'est ça, c'est qu'il y a des élections tout le temps en Allemagne. Oui, oui, oui. Bon, les élections ont valeur de test, comme en France, et elles ont aussi une influence sur la composition donc, du Bundesrat, qui est la deuxième chambre du Parlement allemand. Et c'est vrai que bah, ça fait partie de la vie démocratique finalement. Il n'y a pas euh, je, ça ne, Souvent, c'est présenté comme un facteur d'instabilité. Vous trouvez que c'est quelque chose qui est plutôt bon du point de vue démocratique? oui, c'est pas véritablement un facteur d'instabilité dans la mesure où les deux niveaux restent assez séparés. D'ailleurs, puisqu'on parle d'instabilité, il faut voir que Angela Merkel est au gouvernement depuis 13 ans. On peut compter elle a connu quatre présidents français pendant ce temps-là. Donc ce n'est pas véritablement un facteur d'instabilité. Si on veut voir, bon, en France, on n'a pas le même phénomène, mais on a l'instabilité quand même. Institutionnel en Allemagne, qui est celui de l'équivalence des conditions de vie sur l'ensemble du territoire. Donc très concrètement, ça correspond à peu près à l'égalité, au principe d'égalité devant le service public en France. Donc il faut bien voir que l'idée, c'est de faire en sorte que les lenders disposent chacun de capacités financières comparables pour assumer leurs tâches. C'est-à-dire qu'on divise, on regarde quelle est la capacité financière des lenders par habitant et on essaie de faire en sorte qu'elle soit à peu près égale sur tout le territoire, indépendamment des performances économiques des différents lenders. Donc si on compare ça avec la politique régionale européenne, l'idée de la politique régionale européenne, c'est de faire en sorte de réduire les écarts de produit intérieur brut par personne. En Allemagne, il est question de réduire les écarts de capacité financière des autorités politiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, ça correspond voilà, à l'idée d'égalité dans le service public. Il y a différents mécanismes qui existent. Donc, le plus connu, c'est celui de péréquation financière entre les lenders. Donc, c'est un terme qui a l'air très compliqué, mais finalement, Ausgleich en allemand, ça veut juste dire compensation. Donc, c'est quelque chose de très simple. Les lenders les plus riches compensent en donnant une partie de leur prospérité ou de leurs moyens aux lenders les plus pauvres. Et on a d'autres systèmes qui sont alors plus transitoires, qui ont à faire avec la réunification de l'Allemagne. Donc c'est le pacte de solidarité, la contribution de solidarité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi une péréquation financière entre les communes qui existe. Donc la péréquation financière, vous allez voir, il y a deux dimensions. Il y a une répartition entre le niveau supérieur et le niveau inférieur. Donc ça va être une répartition entre l'État fédéral et les lenders. Après, il y a une répartition
entre les lenders eux-mêmes. Donc on a une dimension verticale et une dimension horizontale. Et la même chose existe au niveau communal, où il va y avoir une répartition des fonds d'une part entre le land et l'ensemble des communes, et après entre les communes entre elles. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez bien pensé finalement, d'assez complexe, et ça se fait alors en 4 étapes. Pour ce qui est de la péréquation entre les lenders, la première chose qu'on fait, donc on regarde ces ressources fiscales communes et on va commencer par dire voilà, quelle est la part de l'État fédéral et quelle est la part qui va revenir à l'ensemble des lenders. Donc, et puis un petit peu, il y a une petite part qui va aux communes déjà à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a déterminé la part qui revient à l'ensemble des lenders, on va répartir cette masse de ressources entre les lenders eux-mêmes. Alors, le principe qui est appliqué ici, c'est le principe voilà, du lieu d'origine. Donc, l'endroit où a été généré cet impôt, c'est donc si un État a plus d'entreprises et des personnes qui ont des revenus plus élevés, elle va avoir plus d'impôts puisque ces richesses ont été générées à cet endroit-là. Donc c'est vraiment une répartition géographique qui revient à reverser aux lenders ce qu'ils ont perçu à l'origine. Mais déjà, là, il y a un correctif, puisqu'il y a une partie de la TVA qui va être déjà allouée aux lenders qui ont le moins de ressources pour compenser un petit peu. Et le cœur du système, c'est cette troisième étape, la péréquation financière entre les lenders. Donc, une fois que les ressources ont été affectées à chaque land en fonction du lieu d'origine, donc une fois que chacun a eu sa part, bon, c'est fictif parce qu'ils ne vont pas se faire des versements entre eux, mais une fois que chacun a reçu sa part, c'est là où on va regarder, alors bon, quelles sont les capacités financières des uns et des autres, et les lenders qui ont des capacités financières supérieures à la moyenne vont redonner une part de leurs ressources aux lenders qui ont moins que la moyenne. Donc dans l'idée, c'est d'égaliser, pas complètement, mais par exemple, si on a un écart de plus 30% au-dessus de la moyenne, moins 30% au départ, on va réduire cet écart à plus 9%, moins 9%. Donc on essaie vous allez voir, il y a un schéma ensuite qui explique ça très bien. Et puis après, ça ne suffit pas pour égaliser les conditions entre les lenders. Donc il y a l'État fédéral qui intervient au quatrième niveau et il va combler l'écart restant à la moyenne avec ses propres fonds, donc c'est ce qu'on appelle les dotations générales, et puis aussi des dotations spéciales, notamment le pacte de solidarité pour des lenders en situation de difficulté particulière. Et alors pour vous donner des chiffres, alors le volume financier que ça représente, donc il y a ce correctif relatif à la répartition de la TVA, c'est 8,4 milliards d'euros, c'est quelque chose dont on parle assez peu, mais ce qui fait vraiment débat, c'est ces 11,2 milliards d'euros qui sont distribués donc, de façon très verticale entre les lenders. Il faut imaginer comme si les régions françaises voilà, étaient solidaires les unes des autres sans passer par l'État, c'est ce qui se passe. Et vous voyez à gauche ce schéma, on voit très bien l'effet, donc la ligne bleue, ça va être la répartition des capacités à l'origine. Après la deuxième étape, on est sur une ligne qui va être rosée. Et puis à la fin, avec les dotations générales, on arrive sur cette ligne rouge. Donc il y a vraiment une idée de remonter les lenders qui ont des capacités inférieures. Le problème, malgré tout, c'est qu'il y a de moins en moins d'États qui contribuent au pot commun et de plus en plus qui en perçoivent. Donc vous voyez sur la carte à droite qu'il y a seulement 4 États en 2017 qui ont eu une contribution nette au titre de la péréquation financière et tous les autres ont bénéficié. Donc effectivement, ces 3-4 États ont un petit peu l'impression d'être les vaches à lait et vous allez voir que ça fait l'objet de caricatures. Bon, ensuite, on a le pacte de solidarité, quelque chose de temporaire qui a été la photo, c'est la photo de Magdebourg pour ceux que ça intéresse, pour montrer un petit peu la transition entre avant et après. Voilà le défi, hein, c'est l'ampleur du défi auquel font face les lenders de l'Est. Et donc c'est un dispositif bon, qui était temporaire à l'origine, correspond à beaucoup de revenus. C'est quelque chose qui fait moins débat que la péréquation financière, alors qui en fait de plus en plus, mais c'est quelque chose qui a été mieux accepté parce qu'on a considéré que c'était voilà l'effort de réunification du pays. Je m'attarde pas là-dessus, j'aimerais avancer. On a aussi quelque chose qui s'apparente à la CSG en France, donc ça s'appelle la contribution de solidarité. C'est quelque chose où véritablement chaque individu peut savoir quelle est sa contribution personnelle, c'est payé avec l'impôt sur le revenu, à un effort de solidarité générale, à l'origine pour financer la réunification allemande. Et donc l'idée, c'est que quand vous avez le montant de votre imposition, on en rajoute 5,5% de ce montant à payer au titre de la solidarité. Donc c'était quelque chose qui est assez comparable à la CSG selon moi. Un montant très important là aussi, presque 18 milliards. Et donc effectivement, tous ces systèmes fonctionnent bien, mais ne sont pas exempts de critiques. Alors le système le plus critiqué, c'est la péréquation financière entre les lenders. Vous voyez une jolie caricature où les trois États contributeurs, je crois que c'était en 2016 ou 2017, donc c'est la Hesse, le Baden-Württemberg et la Bavière,
voilà, sont là, se voient un petit peu comme des vaches à lait, et puis là, on vient les traire. Et le plus amusant, effectivement, c'est le saut de Berlin, qui est le plus grand, puisque sur ces 11 milliards, Berlin va toucher 4 milliards à lui tout seul. Donc c'est pour ça, les Bavarois ont l'air de dire oui, on finance les Berlinois qui sont incapables de construire un aéroport. Donc effectivement, ça crée des tensions. Donc on considère qu'il y a un déséquilibre, il y a une désincitation aussi à bien gérer son budget. Le pacte de solidarité lui-même n'est pas exempt de critiques. On considère qu'il est inefficace puisque les disparités continuent d'exister, qu'il est injuste aussi parce qu'il y a des zones en difficulté à l'ouest qui n'en bénéficient pas. Et la contribution de solidarité, elle, le problème, c'est qu'elle augmente toujours alors que les dotations aux lenders de l'Est diminuent de plus en plus. Et donc, on ne sait pas très bien à quoi sert cet argent, d'autant plus que cet argent n'a pas d'affectation précise. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est de l'argent qui va au budget fédéral et finalement, la différence entre ce que l'État fédéral donne aux lenders de l'Est et ce qu'il perçoit au titre de la contribution de solidarité, on ne sait pas très bien. Alors il y avait eu l'idée de faire une contribution de solidarité avec la Grèce, mais ça n'a pas été très populaire de dire on va utiliser cet argent pour aider les pays. Deux réflexions sur la fin. J'ai assez peu parlé du principe de subsidiarité. Ce qui est dommage, je peux le faire dans la discussion. Mais effectivement, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y a deux modèles de fédéralisme qui existent. Vous voyez le modèle à gauche, le fédéralisme coopératif, c'est vraiment ce qui se pratique en Allemagne de manière presque paradigmatique, avec voilà, l'idée d'intégrer les territoires, d'égaliser les conditions de vie et des pouvoirs qui sont très intriqués les uns dans les autres finalement. Et donc ça se répercute au niveau fiscal, puisque comme les pouvoirs sont obligés d'agir ensemble, c'est la même chose avec les ressources fiscales. Ils se partagent un espèce de pot commun avec différents systèmes de solidarité verticale et horizontale. Mais il y a un autre type de fédéralisme qui existe, qui est pratiqué notamment en Suisse, au Canada, aux États-Unis, qui est un fédéralisme qu'on va appeler dual, où là, il y a véritablement une séparation entre les niveaux, entre le niveau fédéral et le niveau fédéré, où chaque niveau dispose d'une certaine autonomie, y compris en matière fiscale. C'est-à-dire que là, on va avoir il faut imaginer des États fédérés, donc le niveau régional, où chacun va avoir des taux d'imposition différents, éventuellement des impôts différents, et où les régions vont être en concurrence les unes avec les autres, et où il n'y a pas de tentative d'égaliser ou de mieux répartir les ressources fiscales. Donc on a ces deux modèles. Je crois que le modèle coopératif correspond très bien à l'Allemagne, et je crois que si on regarde bien, le modèle concurrentiel correspond à l'Union européenne finalement, puisque les affaires fiscales restent très clairement du domaine des États-nations. Et donc la question est de savoir quel modèle on voudrait pour l'Union européenne. Et puis une dernière réflexion, oui, le principe de subsidiarité, donc l'idée que les compétences doivent être exercées au plus près des citoyens, est souvent instrumentalisée pour se soustraire aux demandes de solidarité. Donc c'est la fameuse clause de non-assistance de la zone euro, où on dit voilà, tout État qui a des dettes doit les régler lui-même, ce n'est pas l'affaire des autres. C'est aussi un argument qui est souvent utilisé par les régions prospères pour dire nous, on ne veut plus être solidaire du reste du pays. Donc c'est le cas en Belgique, en Espagne et en Italie. Alors, avec un argument où on peut se demander est-ce que c'est pas la même chose en Europe? Si ces régions se désolidarisent au niveau national, alors qu'est-ce qu'il en est au niveau européen? Mais j'aimerais préciser que le principe de subsidiarité n'est pas opposé en lui-même à la solidarité, mais ouvre une question. La question est de savoir, voilà, quel est le meilleur niveau pour exercer, pour pratiquer la solidarité? Est-ce que c'est le niveau européen pour les régions ou est-ce qu'il vaudrait mieux pas exercer une solidarité plus forte au niveau national? Et puis une question qui, moi, m'interpelle personnellement, c'est le fossé croissant entre les métropoles et les zones rurales, qui n'est pas du tout finalement intégré à la politique régionale européenne. Et je crois que c'est là où il y a un défi important, comment réduire les écarts non seulement entre les États membres, entre les régions des États membres, mais aussi entre les métropoles et les zones rurales. Mais ça, c'est quelque chose qui devrait être fait au niveau national, je crois. Je m'arrête là.